Bonjour les Balmanés, aujourd'hui nouveau rendez-vous. Alors vous avez remarqué, je suis juste avec l'Assemblée nationale à Paris. Eh bien non, en fait c'est un clin d'œil. Nous allons accueillir aujourd'hui avec grand plaisir Corinne Vignon, députée de la 3e circonscription de la Haute-Garonne depuis juin 2017. Corinne Vignon s'est engagée dans la vie politique à l'occasion des élections municipales de 2014. Elle a été élue maire de Florence et conseillère métropolitaine. Vous la rencontrez fréquemment un peu partout, Balma, Pain-Balma, La Valette, Gorée, Quinte-Fonce-Grive, j'en passe. On va afficher la liste, promis, de toute sa circonscription. Elle a été membre de la commission des affaires sociales et désormais depuis 3 mois des affaires économiques à l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Et elle est membre du groupe d'études sur le bien-être animal. Femme de terrain, elle s'est rendue par exemple ces derniers jours, mais vraiment ces derniers jours, chez Pilote à Drémil-Lafage, société spécialisée dans la chimie industrielle, minérale et céramique, qui a mis au point une technologie de protection naturelle antimicrobienne qui est une petite révolution, une grande révolution, entre autres contre le coronavirus. À Balma, pour parler de notre cher Balma, elle s'est rendue chez Usipanel, entreprise qui a su convertir son activité et qui produit désormais des protections également contre le Covid. Elle soutient et accompagne l'entreprise Oriol qui a su faire une magnifique reconversion en passant son activité de fabricant de rivets pour l'aéronautique en fabricant de masques chirurgicaux avec une production, s'il vous plaît, de 1,5 million de masques par jour. Le 2 mars dernier, elle ne s'arrête pas. Le 2 mars dernier, elle rencontrait le secrétaire général de l'association des usagers de l'aérodrome de Lasbordes et les présidents d'aéroclubs, riverains et pilotes ayant en ce moment un petit peu de mal à s'entendre. Corinne Vignon milite pour la création d'une brigade de protection des animaux dans le département pour agir sur le terrain contre les maltraitances, les cas de maltraitance et sanctionner davantage les auteurs. En juillet dernier, Corinne Vignon présentait une proposition de loi contre la maltraitance animale, vous avez compris, on y arrive, sur laquelle nous reviendrons dans quelques petites minutes, en compagnie de Laetitia Martin, présidente de l'association Un Avenir pour eux, basée à Balma, avenue des Arènes. Mais avant tout, je vous propose une petite vidéo de présentation avec Corinne Vignon. La parole est à Madame Corinne Vignon, rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales. Madame la rapporteure, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, c'est la première fois que dans le cadre de l'examen d'un projet de loi de finances, en citant un portrait de gendarme du général Ambert il y a plus d'un siècle. J'ai vu le gendarme concilier les différends comme des juges de paix. Je l'ai vu combattre comme le guerrier. Vous dormiez et il veillait. Vous vous réjouissiez dans les fêtes, lui à l'angle obscur. Protégez votre joie. Il a l'œil sur votre maison, sur votre champ, sur votre or, sur votre repas. Il n'est rien pour vous, vous êtes tout pour lui. Je vous remercie. Eh bien voilà,
après cette jolie vidéo concernant l'actualité, la vie au quotidien de Corinne Vignon, eh bien, accueillons-la tout de suite, notre députée de la Haute-Garonne. Et puis également, je vais inviter… Bonjour Corinne. Bonjour Sophie, ravie d'être ici. Merci de nous faire le plaisir de votre présence. Je vais inviter également le complice Emmanuel Waxman, que vous connaissez également très très bien. Bonjour Sophie, bonjour Corinne. Bonjour Emmanuel. Alors tout de suite, une première question, Madame la députée. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer quel est le rôle et les missions d'une députée? Eh bien, écoutez Sophie, c'est extrêmement simple. C'est d'une part, c'est simple mais c'est long en réalité. C'est-à-dire qu'il faut faire la loi, la voter, et d'autre part, contrôler, nous sommes là pour contrôler le gouvernement, contrôler l'application de la loi sur place. Et bien évidemment, en circonscription, donc ça c'est le rôle à Paris et en circonscription, mais il y a également un rôle qui est important, celle de remonter la voix au plus haut niveau du gouvernement et faire entendre cette voix des citoyens. Et alors concrètement, sur le terrain, c'est aller en permanence à la pêche à l'info ou en récolter? C'est ça, c'est-à-dire que normalement, l'agenda d'un député, c'est 3 jours à Paris, 3 jours en circonscription. Donc les 3 jours à Paris, c'est le mardi, le mercredi, le jeudi, et le lundi, le vendredi et le samedi, on est en circonscription. Donc l'idée, à Paris, on est plus en commission, en hémicycle, en audition. Bien entendu, vous voyez à la télé, souvent l'hémicycle est vide, mais les députés sont là, ils sont dans les salles de l'Assemblée. Parallèlement, lorsqu'on est en circonscription, eh bien, nous allons dans les entreprises, nous rencontrons les citoyens, nous rencontrons les associations, nous allons voir les commerçants afin de connaître leurs difficultés et pouvoir les faire remonter lorsqu'il y a une proposition de loi ou un projet de loi, afin que l'on connaisse d'une part le sujet et d'autre part qu'on puisse aider nos concitoyens. J'ai une attachée parlementaire à Paris et j'ai 2 attachés parlementaires à Toulouse. Donc, lorsque je suis, moi, en déplacement à Paris, il y a toujours quelqu'un pour répondre aux concitoyens. Je vais afficher à nouveau les villes dont dépend votre circonscription. Balma, Pain-Balma, je vais pas faire toute la liste parce que, en fait, vous êtes tout le temps sur le terrain. Oui, effectivement. Alors, cette circonscription comprend 120 000 habitants et elle part de la place des Carmes. Elle comprend Toulouse-Saint-Michel, le Buscat, la Côte-Pavée, puis on se dirige vers Balma et jusqu'à aller à Gragnag et à Verfeil. Donc, ce sont 16 communes. Et donc, comme je vous le disais, 120 000 habitants. Malheureusement, on ne peut pas voir tout le monde. Ça serait difficile, même en 5 ans de mandat. C'est un petit peu compliqué de voir tout le monde. Ouais. Néanmoins, on vous voit, et c'est toujours avec grand plaisir, on vous voit très souvent, très régulièrement sur le terrain à Balma. Merci beaucoup. Écoutez, c'est un peu ma vocation. J'ai été maire, comme vous l'avez rappelé, Sophie. Et donc, pour moi, c'est le terrain et le terrain. Voilà. Rebonjour Corinne. Alors, comme Sophie l'a rappelé, vous venez de porter une loi qui vient d'être adoptée en première lecture, je crois, il y a environ 1 mois et demi à l'Assemblée nationale, qui vise à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Et donc, après, dans quelques minutes, une association balmanaise, donc Un avenir pour eux, a quelques questions à vous poser là-dessus. Mais avant, j'aurais aimé évoquer quelques points de cette loi et est-ce que ça va changer en gros. J'ai vu qu'il allait devenir obligatoire de signer un certificat d'engagement lorsqu'on adoptait un animal, que ce soit une adoption payante ou gratuite. Gratuit. C'est gratuit. Oui, le certificat d'engagement, mais je parle même pour si on achète un animal dans une. Oui. Clairement, si j'ai une chatte qui fait une portée et que je veux donner un petit chat à mon voisin, à ma mère, à je ne sais qui, on devra signer ce certificat d'engagement dans tous les cas. Alors, absolument. Alors, pour tout vous dire, Emmanuel, l'idéal, c'est de faire castrer votre chat. C'est ça l'idée. Puisque nous avons, et vous le savez, dans nos campagnes, nous avons trop de chats errants. Effectivement, cette histoire de certificat se veut pour responsabiliser les acquéreurs des animaux. Les gens ne se rendent pas compte souvent qu'un chat, un chat a priori gratuit, puisque si Emmanuel, vous me donnez votre petit chat, ceci dit, il faudra le faire vacciner, c'est 70 € tous les ans.
il faudra certainement la castrer ou le castrer. C'est entre 70 et 120 euros si c'est une chatte. Et ensuite, votre petit chat, il va tomber malade. Ensuite, parce que ça se passe toujours régulièrement. Et puis, il faudra le nourrir et bien le nourrir. Donc, tout ça a un coût. Et les gens, malheureusement, enfin, certaines personnes n'ont pas conscience du coût qu'engendre un animal. Et là, on parle d'un chat. En général, le coût est minime. Mais lorsqu'on a un chien qui est tout petit et tout mignon, lorsqu'on l'achète et qui, à la fin, fait 50 kilos, eh bien malheureusement, c'est pour ça que nous sommes champions du monde de l'abandon en France. Et ce certificat, il y aura un format particulier, il faudra déclarer après, il y aura un fichier c'est cela, hein, donc. Exactement. L'idée, c'est alors, on ne voulait pas faire un permis de détention d'animal, mais c'est un niveau en dessous. Effectivement, si vous maltraitez un chien, un chat, ce certificat, d'abord, nous assurera que vous en étiez les propriétaires et d'autre part, ça nous permettra également de ficher les personnes qui maltraitent les animaux. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'identification sur les animaux. Et alors, il y a un autre point de la loi, j'y pensais il y a peu de temps, j'ai vu une animation à Balma où une calèche transportait des familles, donc où un cheval tirait la calèche, et je crois qu'il y a un article de la loi qui demande, donc, qui prescrit que ces attractions qui font appel à des chevaux, à des équidés, soient interdites. Donc, est-ce qu'on pourra plus faire de balades à poney dans les villages où ça se fait régulièrement pendant les fêtes de village? Est-ce que cette calèche va devenir hors la loi ou pas? Alors, c'est pas tout à fait ça. Alors là, c'est un amendement dont je suis fière parce que c'est moi qui l'ai posé. En réalité, ce que l'on interdit, ce sont les carrousels à poney. Vous savez, dans les villages, moi, quand je suis arrivée à Flourens en 2013, j'ai trouvé un manège à poney. En fait, des poneys qui tournent autour d'une roue. Et ils restent toute la journée au milieu des manèges bruyants. Et vous savez que les équidés sont extrêmement sensibles. Et donc, il sera interdit de placer, enfin, l'activité carrousel à poney, manège à poney sera interdit. En revanche, si vous faites des promenades à poney en longe, si vous avez une petite carriole et que vous êtes sur cette carriole tirée par des poneys, par des chevaux, par des ânes, par des mules, alors là, il n'y a absolument aucun problème. Ce qu'on supprime, c'est bien les carrousels. Emmanuel s'est absenté une petite seconde, ça doit être une coupure réseau. Je reviens sur l'identification et le certificat. J'ai 5 poules en liberté, Madame la députée, chez moi. Elles ont été vaccinées, etc. dès le départ. Mais typiquement pour les NAC, dois-je anticiper, dois-je prévoir de les identifier aussi? Non, pas pour l'instant. On commence par les chiens et les chats, puisqu'en réalité, le problème de l'abandon concerne surtout les chiens et les chats. Mais pour l'instant, on se cantonne aux chiens et aux chats. D'accord. Mais ceci dit, c'est une réflexion à avoir. Manu, on a un petit peu rebondi sur un autre sujet, parce qu'en l'occurrence, les 5 poules, il y en a une qui a été abandonnée, que j'ai recueillie, et on ne savait pas à qui elle appartenait. Oui. Et alors, en parlant des animaux, on parlait tout à l'heure des carrousels, est-ce que cette loi signe aussi la fin des animaux dans les cirques ou la fin des delphinariums? Oui, mais avec du temps, Emmanuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, vous comprenez bien, que les circassiens sont des familles qui vivent de leur activité et on ne peut pas les priver de leurs animaux. D'abord, ils les aiment, leurs animaux, hein, ça c'est certain. Ceci dit, on pense que la place d'un lion n'est pas dans une cage toute sa vie ou qu'un éléphant n'est pas fait pour être sur une patte et sur une boule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va laisser du temps et on va permettre aux circassiens, on va leur donner une prime financière pour qu'ils se séparent de leurs animaux. On va leur donner entre 7 et 8 ans de façon à ce qu'ils n'aient pas à euthanasier leurs animaux. Parce qu'il faut le savoir, un tigre vivant vaut 1 000 €, un bébé tigre, alors qu'un tigre mort vaut 15 000 €, puisqu'on vend la peau, on vend les crocs, on vend les dents,
on vend le pénis séché qui est vendu aux Chinois. Donc, il ne faut pas pousser les circassiens à tuer leurs tigres. Il vaut mieux que les animaux, que petit à petit, se séparent des animaux et surtout qu'ils n'achètent plus des bébés, puisque les bébés, c'est souvent des animaux de contrebande. Donc ça, c'est supprimer cette problématique et surtout qu'ils ne les fassent pas se reproduire, parce que contrairement à ce qu'on pense, un lion en cage se reproduit très bien. Et en parlant des animaux, alors là, on sort du cirque, mais en ce qui concerne les corridas et les combats de coqs, qui sont toujours autorisés, hein, donc est-ce qu'ils vont être amenés à disparaître aussi ou pas? C'est une bonne question, Emmanuel. Alors aujourd'hui, dans cette proposition de loi, nous ne pouvions pas aller si loin. En fait, pour tout vous dire, il y a des sujets tabous aujourd'hui. Alors, je vais vous les dire, il y a la corrida. Quand vous avez vous touchez à la corrida, eh bien, toutes les personnes du sud de la France et les députés du sud de la France vous tombent dessus en disant « nous, on n'est pas d'accord ». Ensuite, vous avez les animaux de production, porcs, vaches, poulets, etc. Je prends un exemple. Les gouvernements précédents ont, et c'est une bonne chose, agrandi les cages des poules. Il est difficile aujourd'hui de dire à un éleveur, eh bien, écoutez, il y a 4 ans, vous avez investi 200 000 € pour agrandir les cages, pour le bien-être animal. Eh bien, demain, on va supprimer toutes les cages. Donc, il va falloir un petit peu de temps. Et enfin, le troisième sujet, c'est évidemment la chasse. Alors, la chasse, il y a la chasse de régulation. Alors, il y a des vrais débats là-dessus. Et puis, il y a la chasse traditionnelle. Et là, je pense qu'elle est plus tendancieuse, puisque ça fait vraiment débat. La chasse à courre, la chasse, c'est les chasses traditionnelles à la glu, la chasse au blaireau, le déterrage du blaireau, etc. Donc, dans cette proposition de loi, de façon à ce qu'elle soit votée, et comme on savait que ces 3 sujets n'étaient pas des bons sujets pour le Sénat et que le Sénat aurait pu bloquer, eh bien, on ne les a pas mis dans la proposition de loi. C'est un premier pas. Mais j'espère bien que dans une peut-être future mandature ou dans un temps prochain, eh bien, on attaque ce sujet. En tout cas, pour la corrida, un des sujets évidents, il faudra interdire la corrida au moins de 16 ans. C'est, de notre point de vue, une mesure minimale. Nous sommes contre la maltraitance animale. Je suis pas, moi, je mange de la viande. Hein, je veux dire, j'ai pas de souci avec ça. Un sanglier qui se prend une balle dans la tête meurt, mais n'a pas subi la souffrance quelque part d'un animal qui aurait été enfermé en cage, etc. Donc, on n'est pas contre la chasse, on est contre certaines chasses traditionnelles qui, à mon avis, sont un peu anciennes, un peu dépassées. Et alors, pour basculer pour revenir un petit peu à ce qu'on disait au départ sur la stérilisation des animaux et les animaux errants, qui sont de plus en plus nombreux, je crois que dans la loi, il sera imposé aux communes ou aux regroupements de communes de mettre en place des refuges et donc de récupérer ces animaux errants. C'est quelque chose qui coûte assez cher aux communes de récupérer les chats, les chiens, surtout les chats éventuellement qui sont abandonnés ou alors errants tout simplement. En gros, est-ce qu'il va y avoir un refuge à Balma pour ces chiens, ou dans le canton ou dans la circonscription pour ces animaux? Qu'est-ce qui est prévu localement? Alors actuellement, il existe la fourrière de la SPA. Alors attention, quand on parle de la SPA, soyons bien clairs, il existe 2 formes de SPA. La SPA que vous connaissez, qui est la SPA Paris, elle vient de Paris, et puis tous les autres refuges qui sont indépendants en dehors de Paris, ils se nomment SPA, mais en réalité, ils n'en ont pas la légitimité. Le mot SPA n'a pas été déposé. Donc, ce sont des refuges indépendants. Et la SPA donc, de Toulouse, qui est un refuge indépendant, qui est intramuros à Toulouse, a une fourrière. Et donc, aujourd'hui, ce sont les communes qui paient la fourrière. Ceci dit, eh bien, la SPA Paris, dont je connais le président, voudrait s'installer à Toulouse. Et donc, j'en ai parlé au maire de Balma.
et j'en ai parlé également à Monsieur Moudinque, le président de la métropole, et on recherche un terrain pour faire des fourrières nouvelle génération, ressemblant plus à un parc animalier qu'aux fameuses fourrières que vous connaissez avec des cages, des chiens enfermés qui aboient toute la journée. Donc là, il y a un projet qui est en cours. Et on pourra imposer aux communes de récupérer ces animaux. Est-ce qu'il y aura un moyen de le faire? Puisque non, c'est-à-dire beaucoup ne le font pas parce que ça coûte cher, parce que c'est exactement. C'est-à-dire que l'EPCI, c'est-à-dire la métropole, va donc gérer la problématique et demander à chaque fois qu'il y a un chien qui a été récupéré, on va dire à Flourens ou à Balma, eh bien de participer à l'entretien de cet animal pendant la durée de la garde, qui normalement est de 15 jours. Ensuite, on peut remettre l'animal à l'adoption. D'accord. Et alors, la loi doit aussi faire évoluer donc le travail de ceux qui s'occupent des animaux. Et justement, Sophie parlait tout à l'heure d'Un avenir pour eux, l'association balmanaise qui s'occupe justement de recueillir des chiens, des chats, de faire procéder à leur adoption. Donc, je pense que la représentante Laetitia Martin de cette association a quelques questions à vous poser justement sur le statut de ces refuges ou sanctuaires aussi. Les deux termes sont employés, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, quelle différence entre un refuge et un sanctuaire? Ce serait intéressant de le préciser. Eh bien, le refuge reçoit des… Alors, aujourd'hui, il n'existe pas en France des sanctuaires. Normalement, le sanctuaire, il est payé directement par l'État. C'est l'État qui le subventionne. Si, par exemple, et ça sera le cas, hein, lorsque tous les animaux des cirques seront ôtés des cirques, il faudra à terme un sanctuaire national pour les lions, les éléphants, les girafes, etc. Bien. Un refuge est une association, elle est subventionnée en partie, mais elle a souvent des bénévoles qui travaillent et elles peuvent avoir des subsides de l'État, mais elles ne vont pas être complètement gérées par l'État. D'accord. Sophie, je te laisse présenter l'association Un avenir pour eux et peut-être donner la parole à Laetitia Martin. Effectivement, je vais accueillir dans quelques secondes Laetitia Martin. Laetitia Martin donc, est présidente de l'association Un avenir pour eux, association qui a été fondée en 2013 par des Balmanais que nous connaissons bien, qui sont Marion Parent et Alexandre Lieu. Ils sont domiciliés chez Animal Protect, donc avenue des Arènes. L'association Un avenir pour eux a pour but évidemment de la protection et de la défense des animaux. Elle a pour objet de prendre en charge des animaux abandonnés, maltraités, trouvés, chiens, catégorie 1 et 2, chats, nouveaux animaux de compagnie, on en a parlé un petit peu, ou d'autres espèces. Également comme mission, elle accueille d'accueillir ces animaux au sein de familles d'accueil ou d'un futur refuge peut-être, de prendre en charge leurs soins ou rééducation même si nécessaire, de rechercher des adoptants et de suivre les animaux dans leur foyer, évidemment, futur, et d'autres missions autour, évidemment, bien plus larges sur le bien-être animal. Donc effectivement, moi je vais revenir sur une question tout à l'heure d'Emmanuel concernant le certificat. Je voulais savoir comment ça allait se passer. Est-ce que c'est nous qui faisons adopter des animaux qui devront fournir ce certificat ou en tout cas le faire remplir aux personnes, ou bien est-ce qu'ils auront préalablement rempli ce certificat, je ne sais pas, sur Internet ou quelque chose comme ça, et qui nous montreront et qui attesteront qu'ils sont en capacité d'adopter un animal? Eh bien, oui, Laetitia, eh bien, mais vous avez tout à fait l'habitude, lorsque vous donnez à l'adoption un animal, eh bien, vous, je le sais, eh bien, vous prévenez les personnes, vous leur donnez toutes les indications de façon à ce qu'ils sachent s'occuper de cet animal et surtout le coût de revient de cet animal. Eh bien, il y aura effectivement un feuillet que vous devrez faire remplir au propriétaire, de façon à ce qu'il ait conscience des obligations qu'il a vis-à-vis de l'animal et du coût de revient d'un animal tout au long de sa vie. À ce jour, effectivement, lorsqu'on achète un animal sur Internet, et c'est pour ça que la proposition de loi permet la fin de cette vente sur Internet.
Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un me donne un lapin, un chat ou un chien, je récupère cet animal et je n'ai aucune idée des obligations que j'ai vis-à-vis des soins, la nourriture, combien ça va me coûter, etc. Lorsque je pars en vacances, combien va me coûter un gardiennage. Alors que grâce à ce certificat, cette identification, on aura toutes les informations en fonction de l'animal, du type de l'animal, si c'est un chat, un chien, un lapin, etc. Très bien, merci. Moi, j'avais une autre question concernant en fait le fait que voilà, les chats devront être identifiés, tous identifiés à terme. Donc aujourd'hui, les chiens, c'était déjà le cas. Nous, on est confrontés quand même encore à des animaux qui ne sont pas identifiés. Donc, ça va être quoi le protocole parce qu'effectivement, on sait qu'il y avait déjà des amendes pour les chiens. Mais aujourd'hui, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a eu une amende parce qu'il n'avait pas identifié son chien, ce qui facilite aussi l'abandon, hein, on est bien d'accord là-dessus. Absolument. Voilà, et du coup, sur les chats, sachant que la population féline, je pense, est encore plus importante, qui va contrôler ça? Comment ça va se passer? Alors, je sais que les vétérinaires vont forcément faire comme ils ont fait pour les chiens, dire aux propriétaires qu'il faut absolument qu'ils les fassent identifier, etc. Mais est-ce qu'il y aura un dispositif en place? Est-ce que la police municipale, par exemple, pourra contrôler si les animaux sont identifiés ou pas? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas de lecteur de puce, hein, clairement. Nous, on emmène nos animaux chez le vétérinaire. Je sais que la SACPA, qui est effectivement la fourrière toulousaine aussi, a ce genre de lecteur, mais il faudra forcément qu'il y en ait beaucoup plus à disposition, j'imagine, dans les mairies, de manière à ce que ça puisse être fait. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose... Enfin, j'imagine que ça a été réfléchi déjà, voir comment ça va être mis en place. Alors, vous avez raison, Laetitia, l'identification, c'est le pilier essentiel pour une politique de lutte contre l'abandon. Ça, c'est hyper important. Alors, aujourd'hui, vous savez que les vétérinaires, le ministère de l'Agriculture, les douaniers peuvent vérifier si les animaux sont pucés ou pas. Ce n'est pas suffisant. Donc, dans cette proposition de loi, on intègre les gardes champêtres et les policiers municipaux. Donc, oui, Laetitia, ils vont être équipés du fameux pistolet de lecture de façon à voir si l'animal est pucé ou non. Et il y a une chose qui est très importante que l'on intègre, c'est la levée du secret professionnel des vétérinaires. Je m'explique. Aujourd'hui, un vétérinaire qui reçoit un chien ou un chat qui est maltraité, qui n'est pas identifié, en fait, ne peut pas le dire, ne peut pas dénoncer. Eh bien, la levée du secret, les vétérinaires, si vous venez une fois, 2 fois, 3 fois avec un animal non pucé, si vous venez une fois, 2 fois, 3 fois avec un animal qui est martyrisé et le vétérinaire le voit, il va pouvoir le dénoncer à la police. Jusqu'à maintenant, il ne pouvait pas le faire. Et donc, cette proposition de loi va permettre on va avoir une procédure dématérialisée de contravention pour non-identification de l'animal. Ça pourra se faire sur Internet. Si vous, décidément, votre chien, votre chat, vous ne le pucez pas, eh bien, naturellement, le vétérinaire pourra, quelque part, vous dénoncer. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas dans la pratique. Il faut attendre que cette loi soit votée. Elle le sera. La navette va durer 6 mois. Mais enfin, il y aura un moyen de contrôle. Est-ce qu'on pourra contrer tout le monde? Laetitia, je n'en suis pas complètement convaincue, puisque on ne peut pas mettre 50 policiers derrière tous les chats et les chiens errants. Mais ceci dit, on va vers l'amélioration. Est-ce que le vétérinaire aura obligation de dénoncer ou est-ce qu'il pourra dénoncer? Il pourra le faire. Il pourra le faire. Mais je dois vous dire que lorsqu'on a posé ce point dans la proposition de loi, l'ordre des vétérinaires a applaudi des 2 mains. Ils disent, mais nous, ça fait des années qu'on attend ça. Qu'enfin, on puisse dire, bon ben voilà, moi, ces personnes-là, ils ont 3 chiens, 3 chats, ils les martyrisent, retirez-les. Voilà, par exemple. Effectivement, ça peut vraiment aider. Et puis, petit à petit, de toute façon, le temps fera les choses aussi, je pense. Donc, oui, voilà. Tout à fait. Et il faut savoir que cette proposition de loi n'est qu'un premier pas. Voilà, c'est un premier pas. Il fallait commencer. On avait conscience que les citoyens avaient à cœur
d'assurer le bien-être de leurs animaux. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de texte, rien de clair. Et à terme, Laetitia, je pense que vous serez d'accord avec moi, il faudra un code animal. Il va falloir que l'animal, une bonne fois pour toutes, ait toute la loi qui soit autour de l'animal. Mais évidemment, ça va faire beaucoup de travail puisqu'aujourd'hui, il est dans le code rural, il est un petit peu dans tous les codes, l'animal. Et comme il y a cette différenciation entre animal de production, animal, enfin de rente, animal domestique et animal sauvage, eh bien, ça crée des complications. Les tribunaux sont embouteillés et il faut se le dire. Évidemment, les tribunaux ont déjà tellement de travail avec des maltraitances humaines que la maltraitance animale, elle passe en deuxième plan. Alors, ça passe en deuxième plan, mais malheureusement, même quand il y a de la maltraitance constatée, c'est souvent compliqué d'agir. Enfin, nous, ça nous est arrivé d'être appelés sur des endroits où on n'a pas le droit d'aller parce que, déjà, plus ou moins privé, parce que terrain de SDF, choses comme ça. Et on sait que la plupart du temps, alors c'est pas le cas de tous, bien sûr, mais il y a certains animaux qui sont maltraités. Nous, on l'a vu de nos yeux. Voilà. Et c'est très compliqué. Enfin, nous, on ne peut pas intervenir là-dessus. Et donc, c'est pareil concernant les enquêtes, etc. Et donc, tout à l'heure, on disait que vous essayez, en tout cas, d'avoir une brigade animalière. Et c'est clair que ça serait vraiment important. Mais il faut aussi qu'ils aient un peu plus de pouvoir qu'aujourd'hui ne peut l'avoir la police parce qu'on voit bien qu'ils ne peuvent rien faire. Nous, on nous a interdit d'aller sur un terrain ou alors qu'on savait que les animaux étaient maltraités. On les voyait. Ils étaient sur des laisses qui étaient plus courtes que la taille légale, etc. Donc, et on voyait qu'ils étaient en train de s'entortiller les uns autour des autres. Ils étaient en danger, mais on ne pouvait rien faire. Voilà. Donc, et ça, c'est… Effectivement, aujourd'hui, on ne peut rien faire, mais il faut que ça s'arrête. Enfin, moi, je suis absolument déterminée. Il faut que ça s'arrête. Donc, pour ça, si nous créons une brigade animale, moi, j'ai un courrier de M. Darmanin, du ministre de l'Intérieur, qui nous encourage à le faire et qui trouve que c'est une très, très bonne idée. La question n'est pas de dédier des policiers ou des gendarmes à ceci. La question est de faire une brigade avec des référents qui connaissent toutes les lois. Parce qu'aujourd'hui, un gendarme qui arrive dans un appartement où une femme est martyrisée par son mari, par exemple, et qu'il y a un chien sur le balcon qui est court en laisse ou qui est affamé ou qui reçoit des coups, vous comprenez, et c'est logique, que le gendarme s'occupe de la femme, et puis le chien, il ne sait pas trop quoi faire avec lui, et il s'en va, et on n'en parle même pas. Donc là, maintenant, il y aura des référents, et c'est le but. Là, j'ai une prochaine réunion avec le préfet, avec le SDIS, les pompiers, avec les gendarmes, les policiers. J'ai rencontré toutes les personnes, et j'ai un courrier de M. Darmanin qui me dit, on va former des référents. Et lorsque un policier, un gendarme, un pompier constatera un fait de maltraitance animale, il appellera ses référents qui, eux, sauront quoi faire, d'accord ? En relation avec les associations, en relation avec le parquet. Et donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le policier, il n'a pas les outils judiciaires pour traiter cette maltraitance. Donc, on s'améliore, c'est pas encore parfait, mais on va dans le bon sens. Absolument. Mais du coup, ça me fait venir sur une autre question, alors même plutôt une inquiétude. Aujourd'hui, on sait, et c'était déjà le cas dans la loi, les associations telles que la nôtre devraient avoir un refuge. Nous, en l'occurrence, on fonctionne que sur des familles d'accueil. Oui. On est conscient qu'un jour, il faudra qu'on ait un refuge, et encore plus avec la loi qui a été proposée, puisque concrètement, enfin moi je l'ai lu et ce que j'en ai compris, à vous de me dire si c'est le cas ou pas, en gros, les associations telles qu'Un Avenir pour eux ne pourra plus prendre en charge d'animaux, puisqu'en fait, il n'y aurait que les refuges. Alors moi, j'ai deux craintes derrière ça, c'est effectivement que les refuges existants vont être saturés, et clairement, ils ne pourront pas prendre tout le monde, ce qui fait qu'on finira par de l'euthanasie. Et nous, associations qui aujourd'hui faisons quand même adopter en moyenne 500 animaux par an, n'auraient plus vocation à exister. Donc, est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut l'entendre ou non, Laetitia, je vous rassure, aujourd'hui, on est bien conscient que nous ne sommes pas structurés pour qu'il y ait 50 refuges autour de Toulouse.
qui allons gérer tout ça. Cette loi, en termes de recueil d'animaux, il va y avoir du temps et les décrets vont spécifier les choses. Ce n'est pas la loi qui le spécifie. Mais moi, je peux vous assurer, bon, au moins, je suis députée jusqu'en juin 2022, je peux vous assurer que je vais être derrière celui qui tient le stylo et qui va écrire le décret pour voir ce genre de choses. Et Laetitia, il faut absolument qu'on se rencontre d'ailleurs et qu'on voit ensemble éventuellement vos craintes de façon à ce que je les fasse remonter à l'administration. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je vous propose qu'on se voit dans les 15 prochains jours. On note absolument toutes vos craintes et je vais aller le vérifier auprès de l'administration, sachant que la loi va encore se promener au Sénat, reviendra en deuxième lecture à l'Assemblée. Mais j'ai un bon espoir, c'est qu'il n'y ait pas réellement de deuxième lecture. Je pense qu'il y aura ce qu'on appelle une CMP conclusive, c'est-à-dire que le Sénat et l'Assemblée vont se mettre d'accord, parce qu'il n'y a pas de sujet tendancieux qui ferait débat, vous voyez, comme on va dire la corrida, par exemple. Oui. Après, la façon dont j'ai lu le texte, je comprends pourquoi. Concrètement, je pense qu'il y a des associations qui font pas les choses correctement, et du coup, forcément, il faut pas que tout le monde puisse faire ce qu'il veuille. Donc, il y a effectivement le fait que chaque animal voit un vétérinaire. Ça, c'est obligatoire, sachant que de toute façon, il y a l'identification, il y a tous les vaccins. Donc, si on les fait pas avoir des vétérinaires, je vois pas pourquoi on les ferait adopter. Puis, à la limite, de toute façon, on est hors la loi, donc faut pas le faire. Mais donc, je comprends qu'il y ait des contrôles. Et c'est vrai que c'est peut-être ça qu'il faut mettre en place, c'est que les associations puissent prouver à un moment donné qu'elles font bien les choses, même si elles n'ont pas de refuge. Donc, voilà, je pense qu'il y a en tout cas, la façon des premiers écrits, moi, ça m'a perturbée, mais si effectivement, il y a des contrôles qui sont faits pour les associations, ça peut être très bien. Après ça, clairement, nous, on a aujourd'hui, bon, moi, j'ai repris la présidence depuis peu, mais effectivement, l'association ayant énormément grossi, on est conscient qu'un jour, il faudra qu'on ait un refuge, et puis de toute façon, ça serait tout à fait dans le sens de l'histoire. Mais voilà, aujourd'hui, notre association fonctionne parce qu'on n'a pas de salariés, parce qu'on n'a pas effectivement de terrain, de tout ce qu'il faut pour ça. Et du coup, est-ce que l'État peut aider aussi là-dessus? Parce que clairement, aujourd'hui, on sait, voilà, vous parliez des SPA tout à l'heure, la SPA, effectivement, a des aides de l'État. Nous, clairement, on n'a rien aujourd'hui. Alors, on peut essayer de trouver par des communes, effectivement, voir comment ils peuvent nous aider, mais au quotidien, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Et donc, il faut qu'on puisse trouver un moyen de fonctionner. Est-ce que, justement, sur une association qui, aujourd'hui, a ses valeurs, et effectivement, pour nous, le refuge n'est que... l'idée, ça serait vraiment que tous nos animaux aillent en famille d'accueil et que le refuge soit vraiment pour ceux qu'on n'arrive pas à mettre en famille d'accueil. Donc, effectivement, le temps de fourrière, ce genre de choses, et qu'après, effectivement, si on peut les placer, tant mieux. Si on ne peut pas les placer, ils puissent aller en refuge. Et effectivement, l'idée aussi, pour nous, si on crée un refuge un jour, ça serait plutôt un parc animalier. L'idée est, il y a forcément des chats qu'on ne pourra pas mettre directement dans un parc, mais il y en a certains qu'on peut mettre ensemble. Et donc, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable pour un chien d'avoir une liberté, même si c'est dans un espace, dans un terrain, etc., plutôt que d'être en box, forcément. Donc, c'est vrai que nous, ce serait plutôt notre projet. Maintenant, voilà, aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est le côté financier, le fait de faire quelque chose qui, en plus, tienne bien, parce que pour moi, il y a aussi aider les gens, par exemple en faisant une pension, c'est avoir aussi un magasin qui va les orienter sur une bonne alimentation, parce qu'il faut dire aussi ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'animaux qui ne mangent pas ce qu'ils devraient manger. Évidemment. Donc, il y a toute une éducation à faire autour de ça, et c'est vrai que nous, ça serait un peu notre projet, mais voilà, prendre tout ça à bras le corps alors qu'on est tous bénévoles et partir dans ce genre de projet, c'est très intéressant, mais c'est aussi, ça fait très peur parce que derrière, on n'a pas forcément les moyens financiers de le faire. Et tant qu'à faire un refuge, autant faire quelque chose de bien. Et c'est là où on en parlera ensemble, nous allons nous rencontrer et on trouvera, on parlera des financements possibles parce qu'avec le plan de relance sur les associations, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, nous en parlerons. Moi, mon attaché parlementaire va prendre contact avec vous suite à cette réunion. Et donc, on prendra rendez-vous et on va éplucher ça ensemble. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Mais disons que c'est un sujet de cœur. Alors, surtout, je dis aux gens, on n'a pas de cœur. Je veux dire, moi
j'adore les animaux. J'ai 2 chats chez moi qui sont des chats trouvés dans la rue. J'ai toujours eu des animaux. J'ai vécu au Costa Rica pendant 10 ans. Je m'occupais de tortues marines. J'étais dans un parc naturel. Donc, moi, j'ai le cœur vers les animaux. Mais vous comprenez bien qu'il n'y a pas le cœur pour les animaux et le cœur pour les humains. Enfin, je veux dire, évidemment, c'est le même cœur. Donc, il n'y a pas, c'est pas parce qu'on s'occupe des animaux qu'on n'aime pas les humains, loin de là. Moi, j'étais à la commission affaires sociales, je veux dire, je m'occupe toute la journée des humains. J'en profite, Laetitia, pour rappeler à nos amis balmanais et de la circonscription de la Haute-Garonne. Enfin, vous êtes en bras ouverts si on a des harnais à vous donner, vous accueillez, de l'alimentation correcte, évidemment, vous accueillez, etc. Enfin, j'ai lu même des serviettes de toilette, parce que voilà. On peut vous déposer chez Animal Protect, cette fois-ci Avenue des Arènes, on peut vous déposer des dons. Oui, effectivement. On peut le déposer chez Animal Protect, on peut aussi les déposer à Roc au siège social, puisqu'effectivement, vu qu'on a des familles d'accueil un peu partout, on a deux stocks et ça nous permet effectivement de distribuer. Alors déjà pour nos familles, pour nos animaux directs de l'association, mais aussi en redistribution s'il y a des besoins et que nous on a trop parce que parfois ça arrive. Donc on redistribue. Ça nous est arrivé aussi d'en donner à la SPA. Enfin voilà, on redistribue tout ce dont on ne se sert pas. Alors, j'insiste quand même sur un point que Laetitia vient d'évoquer, c'est le financement. J'ai fait un reportage à l'époque sur un avenir pour eux, et je sais que ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros par an en frais de vétérinaire. Donc, il faut vraiment souligner que ce sont des associations complètement indépendantes, que financièrement, il n'y a pas, je crois, beaucoup d'aide aujourd'hui, il n'existe pas grand-chose. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et outre le dévouement des bénévoles qui est admirable, financièrement, il y a vraiment une grosse problématique, j'imagine, parce que voilà, la prise en charge des animaux, les soins, les familles d'accueil, on leur finance la nourriture. Si je dis pas de bêtises, Laetitia, vous m'arrêtez, mais enfin, et les soins sont financés par l'association. Ça demande beaucoup d'argent. Et voilà, je suis admiratif parce que je sais pas comment vous faites pour réussir à collecter autant de fonds pour vous occuper de tous ces animaux. Voilà. Alors, le fonctionnement chez nous est que l'association prend tout en charge, même pour la nourriture pour les familles d'accueil. C'est nous qui fournissons, donc via les collectes que l'on peut faire un peu sur toute la région toulousaine. Mais effectivement, on a d'énormes frais vétérinaires, sachant qu'en plus, on prend en charge, alors pas tous, parce qu'on peut pas tous les prendre, mais on a certains animaux blessés, on a des animaux malades sur lesquels, effectivement, on peut faire des grosses chirurgies ou beaucoup d'examens qui coûtent très cher. Et c'est vrai que c'est grâce à des parrains marraines sur certains animaux, des gens qui nous font des dons financiers, etc. Et après, il y a l'argent des adoptions, mais qui en fait couvre l'équivalent d'un animal sain, sans maladie, sans rien. Donc, c'est pour tout le reste, effectivement, qu'on a vraiment besoin parce que ça ne couvre que les animaux qui sont en très bonne santé. On a eu beaucoup donc, de giardiose sur les chatons sur la saison printemps-été 2020. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, malheureusement, et les vétérinaires ont constaté qu'il y avait une recrudescence. Et ça nous a obligés à emmener souvent des chatons en plein week-end, donc aux urgences. Et c'est des coûts, effectivement, qui sont très, très importants. Parce que les animaux sont en danger si on ne les soigne pas de suite, puisque ce sont des diarrhées, des vomissements, ils peuvent en mourir très rapidement. Donc oui, tout ça, ça coûte très très cher et c'est vrai que on arrive à vivre parce que voilà, on s'organise et encore heureux. Et je remercie tous nos donateurs et les parrains marraines de nos animaux et que ce soit donateurs financiers ou donateurs de croquettes, etc. Parce que sans eux, on ne pourrait pas vivre clairement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne se lance pas dans le refuge, c'est parce que on ne peut pas financièrement, on ne peut pas. Voilà. Oui, bravo franchement pour votre abnégation. Je suis complètement admirative. J'ai rencontré pour cette proposition de loi une trentaine d'associations et j'ai même rencontré des gens qui étaient associations pour les NAC, pour les nouveaux animaux de compagnie. Et j'ai rencontré une association des jeunes femmes qui étaient dans un appartement, un T2, et ils avaient 70 cages avec dedans des chinchillas, des hamsters, etc., trouvés, donnés. Et au total, ils avaient près de 500 rongeurs, donc dans un T2, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ahurissant. Donc, oui, alors c'est l'intérêt justement de cette proposition de loi, parce que
lorsqu'on dit on supprime les animaux des circassiens, ben vous vous rendez bien compte que d'une manière ou d'une autre, il va falloir trouver les financements. Puisque on ne va pas vous donner 3 lions, 4 hippopotames et 2 éléphants. Bon, donc, d'une manière ou d'une autre, il va falloir trouver, et c'est l'objet, hein, c'est de dire, OK, on fait la loi, donc du coup, derrière, on assume. Donc, il va falloir créer des sources de financement. Le FDVA, qui est le fonds de… Là, on est en train de demander, puisque la réserve parlementaire a été supprimée. Aujourd'hui, nous avons dans le fonds de développement de la vie associative, donc on a un montant que l'on peut donner aux associations, pas nous les députés, mais il y a une commission au niveau de la préfecture. Et pour l'instant, c'est 50% de la réserve de la réserve parlementaire qui est donnée aux associations. Donc nous, on demande 25% de plus pour pouvoir vous aider. C'est un fonds de 23 millions d'euros quand même, c'est pas une paille. Donc, on va mettre en place parce que c'est nécessaire. On se rend compte que jusqu'à maintenant, c'était malheureusement un secteur un peu délaissé, mais je pense que maintenant, tout le monde a conscience qu'il va falloir aider les associations, on en a besoin. Bravo pour ce que vous faites. Je reviens un peu sur les missions et le rôle d'une députée. Les particuliers, est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Si oui, dans quel cadre, de quelle manière? Est-ce que c'est votre Oui, Sophie, bien entendu, les particuliers peuvent me contacter et d'ailleurs, ils le font. Le problème, c'est qu'effectivement, les gens ne le savent pas. Alors, quelle est l'utilité d'un député? Il se trouve que tous les jours, moi, je suis en relation avec le directeur de la CAF, le directeur des impôts, le directeur de l'URSSAF, le directeur de la CNAV, de la caisse de retraite, la CARSAT. Je suis en relation avec le directeur de Pôle emploi. Donc, si vous avez un problème administratif, eh bien oui, surtout, il faut contacter votre député, puisque on prend le dossier et on le règle. Parce que en général, si j'appelle le directeur d'un organisme quelconque et que je leur dis j'ai Madame Untel en face de moi et donc son numéro de dossier étant elle a perdu le dossier, ça fait 3 mois qu'elle attend d'avoir, je ne sais pas, pour son enfant qui a un handicap, un AESH, tout ce genre de problème, on peut le régler. Je ne suis pas assistante sociale, je ne peux pas trouver du travail aux gens, mais tout le reste, vous avez besoin d'un HLM. On connaît tous les bailleurs sociaux. Votre dossier Pôle emploi est perdu, vous deviez avoir une formation, finalement, elle ne vous est pas accordée. On s'en charge. Donc, oui, tout problème administratif, il faut venir nous voir. Ça, c'est certain. Un enfant qui ne peut pas rentrer dans une école. Enfin, la seule chose que je ne puisse pas faire, c'est trouver du travail aux gens. Je ne peux pas parce que je ne peux pas recommander quelqu'un que je ne connais pas. Bien sûr. Et une carte de séjour, un passeport perdu… On va dire, alors on n'est pas là pour faire les passeports, mais en tout cas, en cas de difficulté administrative, on soutient le dossier, on appelle, on a les bons contacts et je peux vous assurer, ça se règle rapidement. Alors, à très bientôt à Balma, puisqu'on est chez Balma 31, là. Absolument. Sur le marché ou ailleurs. Très, très, très vite à Balma. Les amis, je vous embrasse. Merci encore à tous d'avoir participé. Madame la députée, merci. Merci, Sophie. Emmanuel. Merci, madame, monsieur.